Bonjour, bienvenue dans Point de vue. Au sommaire de cette émission, la question des migrants, de leur recensement dans les centres d'hébergement et des critiques qui se multiplient, y compris au sein de En Marche. Nous parlerons aussi d'économie avec ces belles perspectives de croissance annoncées, de bons chiffres dans le BTP, dans l'immobilier. Mais cette bouffée d'oxygène, comment l'exploiter au mieux? Emmanuel Macron et son gouvernement sauront-ils l'optimiser? Nous verrons cela. On s'arrêtera aussi sur l'Autriche où les conservateurs ont fait alliance avec l'extrême droite. Quel visage a vraiment ce nouveau gouvernement? Faut-il en avoir peur? Au contraire, faut-il le banaliser? Vous avez certainement un point de vue là-dessus. Et enfin, nous ferons un détour par les réseaux sociaux. On y trouve le pire comme le meilleur. Les Français s'en méfient, en tout cas comme source d'information. Top, trop d'intox sur le web, au point que certains prédisent la mort de Facebook. Nous allons dans un instant parler de tous ces sujets, mais avant les présentations, elles seront rapides car vous êtes tous des habitués autour de la table. Bonjour Adélaïde Zulfikar-Pasik. Vous êtes directrice de BVA Opinion et vous nous faites le plaisir d'intervenir régulièrement dans Point de vue. Merci à vous. À côté de vous, Jean-Marc Four. Bonjour Jean-Marc. Bonjour à tous. Vous êtes directeur de la rédaction de France Inter et vous êtes l'auteur de la mécanique médiatique qui est paru chez Le Mieux en 2016. En face de vous, un tandem Figaro. Bonjour Vincent Trémollet-Diller. Bonjour Marie-Amélie. Rédacteur en chef des pages Débat Opinion du Figaro et l'auteur de Conversation française, c'est paru aux éditions du Cerf l'année dernière. Et à côté de vous, Marc Landré. Bonjour Marc. Bonjour. Rédacteur en chef au service économique du Figaro. Eh bien, merci à tous. Et auteur de rien. Et auteur de sans doute beaucoup de papiers, en tout cas, qui nous régale régulièrement. Merci beaucoup à tous les quatre. On va commencer par cette question des migrants. Ce sera le dossier de la rentrée de janvier, la politique migratoire. Le gouvernement est déjà sous le feu des critiques. À gauche, parmi les associations, la contestation monte, et même au sein d'En Marche, quelques voix discordantes commencent à se faire entendre. Alors, le principe des deux jambes, cher à Emmanuel Macron, humanité et fermeté, s'appliquera-t-il en 2018? Jusqu'où ira le projet de loi sur l'immigration? La majorité peut-elle se fragmenter sur cette question? On va en parler, mais d'abord on regarde la ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau. Elle affiche son réalisme, un réalisme qui sera salué ensuite par Manuel Valls, l'ancien Premier ministre. On les regarde tous les deux. Aujourd'hui, c'est 2017, à peu près 95 000, 97 000 demandes d'asile. C'est considérable. On est face à une crise migratoire depuis 2015. On n'est pas dans une situation où on peut se dire on continue comme avant, on ne change rien et ça marche. La réalité, c'est que ça ne marche pas. Cette circulaire ne me choque pas. Elle est destinée à davantage d'efficacité. C'est pas une question de sentiment. C'est une question d'efficacité, de principe, le droit d'asile, la générosité, mais aussi d'efficacité. Vous savez, quand on gouverne, j'en sais quelque chose, on est confronté à ce principe de réalité. Il ne faut pas perdre les principes et les valeurs, mais il faut être efficace. Jean-Marc Four, c'est le prochain écueil pour le gouvernement, cette question de l'immigration? Je ne suis pas sûr. Je pense que le calcul de Emmanuel Macron est assez bon, en fait. D'abord, je pense qu'il va à nouveau affirmer sur ce sujet, comme sur d'autres, que, vous savez, Tony Blair, ancien Premier ministre britannique, disait « I do not have a reverse gear », ce qui veut dire « je n'ai pas de marche arrière ». Je pense que Emmanuel Macron est assez dans ces logiques-là, c'est-à-dire de poser quelque chose et de dire « je n'ai pas de marche arrière, je vais de l'avant ». Premier point. Et deuxième point, je pense qu'à nouveau là, il s'efforce de priver toute la droite de tout espace politique. Donc il le fait aussi sur ce sujet-là et je pense que c'est assez adroit parce que cela fait écho à des préoccupations des Français sur le sujet. Vous êtes d'accord, Vincent Trémollet? C'est asphyxier la droite et Laurent Wauquiez. Alors, est-ce que ce qui préside est politicien ou c'est une vue politique, ça, j'en sais rien. En tout cas, il y a eu chez Macron un revirement. C'est-à-dire que pendant sa campagne, il faisait d'Angela Merkel un modèle et notamment de l'accueil des réfugiés par Merkel un modèle. Bon, depuis Angela Merkel a perdu les élections et est dans une situation très compliquée. Toute l'Europe de l'Est a été traumatisée par cette crise des migrants. J'ai retrouvé dans l'excellent journal Le Figaro l'interview que Isabelle Lasserre avait fait de Jan Kraftsteff, qui est un intellectuel très influent en Europe de l'Est, qui disait la crise des migrants, c'est le 11 septembre de l'Union européenne. Et je pense que Macron a mesuré ça, et peut-être que ce qui lui remonte du ministère de l'Intérieur et de Gérard Collomb, est que les difficultés sont telles qu'il faut prendre des décisions fermes. Alors après, il se trouve
que ces décisions lui permettent politiquement de boucher l'espace de Laurent Wauquiez et d'achever une métamorphose quand même assez sidérante, qui est qu'on a eu un candidat, un ministre socialiste, un candidat de centre-gauche, un président de centre-droit, qui va peut-être finir comme un président de droite tout court. Jusqu'où peut-il aller, effectivement. Adélaïde, Vincent Trémollet le soulignait, les remontées de l'opinion. Est-ce que c'est ça qui, effectivement, peut motiver le gouvernement? La majorité semble pour une politique de fermeté, favorable à une politique de fermeté, mais en même temps, il y a une minorité active qui est très agissante. Alors, comment naviguer entre les deux? C'est un sujet effectivement qui est sensible, mais je pense quand même, et je rejoins l'analyse qui a été faite par Jean-Marc Four, que Emmanuel Macron a raison d'y aller parce que, alors, il y a le côté tactique politicienne, et effectivement, on sait que les sympathisants LR en particulier sont très sensibles à ce sujet, ils en font même une de leurs priorités numéro 1. Mais même quand on élargit la focale et qu'on regarde l'ensemble des Français, c'est un sujet sur lequel les Français ont des attentes un peu fortes. Alors, c'est un peu un sujet tabou, on ne doit pas trop s'exprimer, mais par exemple, je peux vous dire que plus d'1 Français sur 2 estime qu'en France, il y a trop d'immigrés aujourd'hui. Et seulement 14% d'entre eux pensent que l'immigration a un impact positif par rapport à ce qu'elle offre au pays. Donc je pense qu'il y a des attentes assez fortes des Français. Et s'il arrive à jouer cette espèce d'équilibre sur les deux jambes entre humanisme et fermeté, ça peut être plutôt payant pour lui et pour le gouvernement. Alors effectivement, je vous rappelle la question sur laquelle vous pouvez vous prononcer. La question, c'est migrants, le gouvernement va-t-il reculer? Marc Landré, comme le soulignait Adélaïde, il y a à la fois cette question du poids que peut représenter pour l'opinion l'immigration en France. On a longtemps parlé du poids économique. Après, on a basculé plutôt aujourd'hui sur le poids en matière plus de culture, tout ça. Le poids économique, ça reste une constante dans les préoccupations des Français et dans ce qui peut gouverner la politique, effectivement, de se dire il faut faire attention. Il faut faire attention parce que avoir 100 000 demandes d'asile, ce n'est pas la même chose en France que d'en avoir 10 000. Ça a un coût économique pour l'État qui est obligé de prendre en charge les personnes qui sont en attente soit de régularisation ou de réponse. Mais surtout, c'est un véritable problème pour les gens dans le sens où on a une incapacité actuellement de les intégrer. On parlait tout à l'heure de l'Allemagne. En Allemagne, ils ont reçu pendant la grande vague 1 million de migrants qu'ils ont été plutôt en capacité d'intégrer économiquement, et c'est un bienfait pour une économie qui perd des actifs de l'autre côté du Rhin. Ce n'est pas le cas chez nous. On a une démographie qui est plutôt positive, et donc c'est compliqué de les intégrer, surtout dans une économie où il y a déjà beaucoup de chômage. La problématique des migrants, à titre personnel, je pense que elle ne se poserait pas si on était capable de les intégrer économiquement et qu'on avait une place à leur donner dans l'économie. C'est difficile aujourd'hui parce qu'on a plus de 3 millions de chômeurs et qu'on a un système administratif qui a du mal à se positionner par rapport à eux. Et au final, si on n'avait pas ce problème d'intégration, on n'aurait pas de problème de coût. Ce qui est fascinant dans cette histoire et dans tout ce début de quinquennat, c'est que ça fait encore un sujet sur lequel il y avait des tensions énormes. C'était vraiment des sujets inflammables. Et il y a une espèce de consensus qui se fait dans l'opinion. Il y a eu ça sur l'économie, avec la loi travail, où finalement l'opposition a été très très mesurée. Il y a eu ça sur l'école, où quand même Jean-Michel Blanquer déroule un programme pour le moment sans aucune difficulté. Et sur ce sujet extrêmement sensible, on a l'impression, alors peut-être qu'on verra des choses auxquelles on ne s'attend pas, et un retour de flamme, mais on a l'impression qu'il y a un consensus de l'opinion pour dire on ne peut plus accueillir tout le monde, c'est pas possible, c'est trop lourd. Et je ne crois pas que les gens soient fermés et ne voient pas la misère et la détresse de ceux qui veulent rejoindre le continent européen, mais ils ont compris que cette crise exigeait une politique de fermeté et réfléchie, parce que Macron on l'a vu dans son émission dimanche, part du Sahel quand même, et a vu le continuum qui existe entre la crise des migrants et les demandeurs d'asile. Je donne juste le résultat provisoire de notre question sur Twitter. Donc, pour le moment, vous êtes 59% à estimer que le gouvernement ne va pas reculer. Donc, sur le consensus, Jean-Marc, oui. Il n'y a pas de consensus sur tout, je pense. Il y a un relatif consensus, je pense, sur le fait qu'effectivement, il faut être sans doute assez strict à l'entrée, c'est-à-dire sur le contrôle aux frontières, en sachant qu'on a toute cette question de savoir si l'Europe est capable de le faire au-delà des frontières françaises. La controverse d'aujourd'hui porte sur un autre sujet en réalité, où là, il y a probablement moins consensus. C'est-à-dire qu'une fois que ces immigrés, ces réfugiés sont sur le sol français, quel comportement adoptons-nous vis-à-vis d'eux ? En sachant que l'expérience montre, qu'on le veuille ou non,
que les reconduites sont inefficaces. C'est-à-dire que d'abord, il y en a peu en proportion, et d'autre part, il y a quand même une grande proportion, une fois qu'ils sont reconduits, qui reviennent, ne serait-ce que parce que pour nombre d'entre eux, ils sont entrés déjà par un autre pays de l'Union européenne dans lequel ils ont déjà des formes de papier, si vous voulez. Donc ils vont revenir. Donc là où il y a moins consensus, je pense, et c'est là qu'est la controverse aujourd'hui, avec notamment les associations, Secours Populaire, Emmaüs, etc., quand même un grand nombre d'associations qui se sont élevées contre cette circulaire, c'est sur le fait de savoir comment on se comporte vis-à-vis d'eux une fois qu'ils sont sur notre sol. C'est la question effectivement des centres d'hébergement d'urgence. Est-ce qu'il faut un compte? Bon, alors là, il y a peut-être un début de recul parce que par rapport à la circulaire publiée par Gérard Collomb, il y a déjà non, on ne va pas mettre de la police, on va envoyer des fonctionnaires, mais pas tout à fait. Donc, est-ce que oui, là-dessus, on sent un petit recul ou c'est encore il y a une gêne par rapport à la grogne des associations, mais quand vous voyez Xavier Emmanueli, qui est le patron du SAMU social, qui explique qu'on n'accueille pas dignement dans des conditions humaines des gens qui ont traversé la moitié de l'Afrique et la Méditerranée pour venir chez nous, que ce soit à titre provisoire ou définitif, je pense que le gouvernement ne peut pas ne pas entendre ce type d'appel d'une personne qui est totalement dépolitisée, qui ne veut que le bien de son prochain et qui a une certaine résonance dans une partie de la population. Donc, ça va au-delà du cercle, justement. Ça va au-delà de la question politique. De France Insoumise et des... Oui, très au-delà. Très au-delà. C'est pour ça, c'est peut-être là vient le danger. Et puis avec un effet concret, de toute façon, il faut voir, hein, c'est comme sur l'économie, il faut 18 mois et on verra s'il y a des reconduites à la frontière, s'il n'y en a pas, si c'est des gesticulations, si c'est de la politique politicienne ou pas. Mais il y a quand même un certain nombre de propos du président de la République, notamment ceux qu'il a tenus au Resto du Cœur devant cette femme marocaine ou en Afrique, qui sont des signaux pour les immigrants potentiels, disant nous ne pouvons pas vous accueillir. Et ça, c'est ça les arrête, franchement. Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est nouveau. Ce que je veux dire, c'est que c'est l'objectif est de les dissuader. Voilà, je ne sais pas si ça les dissuade, on ne sait pas si cette parole est performative, mais cette parole n'existait pas. Elle n'existait pas à une personne. Elle existait à la télé devant un plateau de télévision, mais elle n'existait pas en one-to-one, mais elle existait sur une scène. C'est clair, je suis d'accord. Et même en Afrique. Françoise nous dit c'est triste, mais il faut arrêter de prendre des migrants, c'est onéreux et on oublie les plus démunis chez nous. C'est souvent effectivement une remarque qui revient. Adélaïde. Oui, j'allais dire ce qui est assez inédit, c'est qu'on voit que, alors même qu'ils ont été critiqués en début de quinquennat pour leur capacité à suivre la ligne gouvernementale sans s'exprimer. On voit que des députés de La République En Marche eux-mêmes interpellent le gouvernement et ça c'est nouveau. Et effectivement, ça nous rappelle aussi que La République En Marche, les électeurs au départ, et y compris les électeurs d'Emmanuel Macron, ils viennent principalement des rangs de la gauche. Et donc effectivement, certaines de ces mesures peuvent heurter en termes de valeur, et effectivement sur l'aspect comment est-ce qu'on traite les migrants une fois qu'ils sont sur notre sol, ça peut heurter une partie de l'électorat initial d'Emmanuel Macron. Donc on voit en tout cas qu'on a un sujet qui peut être inflammable en début d'année, ça va être quand même un peu le sujet de la rentrée. Même un électorat, je dirais, de centre-droit, démocrate chrétien, attaché à un certain nombre de valeurs, d'accueil, de charité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que le sujet est un peu plus complexe que la seule France Insoumise, pour reprendre votre formulation. Et par exemple, on l'a vu ce week-end avec cette cordée solidaire dans les Hautes-Alpes. Alors ça réunissait des gens très divers, des guides de haute montagne, des habitants. Puis sans compter que cette fameuse circulaire peut être contre-productive. C'est ce que disent aussi les associations. C'est-à-dire qu'en fait, si on commence à dire on va envoyer des fonctionnaires contrôler dans les centres pour sans-abri le fait que n'y résident pas des réfugiés en situation irrégulière, on peut conduire les dites personnes à en fait éviter d'aller dans ces centres et donc se retrouver encore davantage en situation complètement démunie, de précarité dans la rue, et on ne sera pas plus avancé. On va juste si vous voulez, on déplace un problème et on peut provoquer la mort des gens. Enfin, je veux dire, c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qui se passera le jour où il y aura des migrants morts dans la rue quand il y aura les grands froids qui vont arriver? Est-ce que ça ne se retournera pas contre l'exécutif parce qu'il aura envoyé des forces de police dans les centres pour les contrôler? Enfin, je veux dire, c'est indémerdable comme problème, c'est très compliqué et politiquement, effectivement, très explosif et sensible. C'est peut-être oui. Donc vous l'analysez comme effectivement un obstacle, enfin en tout cas à surmonter pour le gouvernement dans les prochains mois. Oui, on ne sait pas. Plus que le premier trimestre, enfin le trimestre de la loi travail et du budget. Disons que je pense que l'attention avait été détournée sur d'autres problèmes au début du quinquennat. Maintenant, en plus parce qu'il fait froid, il y a aussi une logique, je dirais, consumériste. Les gens dorment dans la rue, mangent dans la rue. On les voit plus que quand il fait beau. Donc je pense qu'il y a aussi un problème de saison et que
les problèmes sont détournés d'autres choses. On ne parle plus de la loi travail, on ne parle pas encore des autres problèmes économiques qui vont arriver. Aujourd'hui, c'est en bas de chez nous. C'est le grand enjeu politique des années à venir. Et donc, Jean-Christophe Ruffin le disait là, dans l'interview qu'il nous a donnée au Figaro Magazine, il disait le grand sujet du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est ça. Et donc, c'est évidemment très compliqué. Ça exige des décisions géopolitiques, ça exige des décisions sécuritaires, des décisions humanitaires. Mais il est obligé de s'en emparer. Et moi, je pense qu'il a raison de restaurer l'idée que le droit d'asile, pour qu'il existe, ne peut pas être ouvert à tous. Parce que sinon, ça veut dire que tout le monde est réfugié au même titre. Or, quelqu'un qui risque sa vie parce qu'il a une certaine religion, parce qu'il a une déposition politique, une orientation sexuelle, c'est pas la même chose que quelqu'un qui voudrait vivre dans un pays... ça fait 30 ans que c'est le discours de la France. Je veux dire, c'est depuis le discours de la France, depuis Rocard. Rocard ne disait pas autre chose. Oui, mais qu'on ne pouvait pas dire toute la misère du monde. La distinction migrants économiques et réfugiés politiques, est-ce qu'elle est toujours tout à fait pertinente? Parce que c'est ça la question. Quand même, elle existe. Elle existe et elle n'est pas appliquée. Elle est parfois très floue dans les... C'est Hubert Védrine qui dit ça. Il dit qu'elle n'est pas appliquée parce qu'on cède soit aux associations qui veulent accueillir tout le monde, soit au pendant inverse, les gens qui veulent accueillir personne. Il dit qu'il y a des règles, et si on essayait au moins d'appliquer ces règles, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes en danger de mort pour ce que vous êtes dans votre pays, et si vous n'êtes pas en danger de mort et qu'on ne peut pas vous accueillir parce qu'on n'a pas de métier ou qu'on ne peut pas vous intégrer, vous ne pouvez pas rentrer. Alors c'est facile à dire, mais si déjà cette règle basique est installée dans les esprits et dans l'administration, peut-être pourra-t-on avancer. Vous semblez penser que c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de cas de figure. Moi, par exemple, j'ai une journaliste de la rédaction de France Inter qui rentre du Niger, qui est allée passer près de 3 semaines là-bas sur les fameux hotspots, enfin justement ces zones où on voudrait essayer d'une certaine façon de les dissuader de poursuivre la route. Bon. D'abord, il y en a des cohortes, il faut le savoir, c'est-à-dire qu'ils traversent le désert, etc., dans des camions de fortune, sur des pistes absolument abandonnées, enfin pour en plus éviter de se faire tuer par les malfaiteurs qui sont là, bref, etc. Et quand vous leur demandez, mais pourquoi vous prenez la route vers l'Europe, ils ont compris. Ils vous disent, je viens d'une zone Boko Haram. Donc, et là, vous établissez quoi? Ils sont migrants économiques parce qu'ils viennent chercher du travail en France, ou en fait, ils sont réfugiés parce que persécutés dans une zone... Ils ne sont pas fous non plus. Donc, c'est assez difficile parfois d'établir la frontière entre le réfugié politique et le migrant économique. Dans le plan, parce qu'en fait, Védrine a un plan qu'il a plusieurs fois exposé. Il y a aussi des accords bilatéraux avec les pays, où les pays doivent empêcher leur classe moyenne aussi de partir. Parce que, enfin, c'est pour ça, c'est un sujet global, extrêmement compliqué, et peut-être, il y a quand même une hypothèse qu'on ne prend jamais, parce qu'on cherche toujours des stratégies, mais je voyais Emmanuel Macron dimanche, quand on lui disait, mais pourquoi vous intéressez d'un coup à l'environnement alors que vous en foutiez avant? Et il dit, parce que j'ai rencontré des gens, j'ai consulté, j'ai lu, et j'ai compris. Peut-être que sur ce sujet, sur lequel il n'était pas du tout présent pendant la campagne électorale, les remontées qu'il a eues, et du Quai d'Orsay, et du ministère de l'Intérieur et des services spéciaux, et il s'est dit, c'est un enjeu, peut-être d'opinion. Oui, peut-être, on ne sait pas. Éric, parmi nos internautes, le résume bien, ce défi à la fois politique et même géopolitique. Il dit les migrants, c'est chez eux qu'il faut les aider. Et Nanou, elle semble penser accueillir est inévitable à condition d'innover en créant des structures d'accueil dignes. Du Maghreb, Pierre Vermeuren, je crois, dit qu'un migrant coûte 50 000 € à l'Europe. Et si jamais on donnait ces 50 000 € pour un développement, on pourrait faire beaucoup de choses. On va passer à l'économie française. Beaucoup de signaux sont au vert. La reprise de la croissance semble durable. De bons chiffres qui devraient être confirmés ce soir par l'INSEE. Le gouvernement saura-t-il mettre à profit cette embellie? Que faire de cette bouffée d'oxygène? Alors faut-il alléger la fiscalité, soutenir la demande? Quand le bâtiment va, tout va, nous a dit ce matin en conférence de rédaction Marc Landré. Alors Marc, vous avez la parole. Pour commencer cette question, Macron ne fait-il que récolter les fruits du travail de Hollande? La réponse est oui. C'est clair, c'est net, c'est précis. Je l'écris demain dans le Figaro. En vérité, Emmanuel Macron a une chance extraordinaire, c'est que dans sa stratégie pour sa réélection, François Hollande s'est planté d'1 an. C'est-à-dire que ce qui arrive fin 2017, il pensait que ça arriverait fin 2016 et donc lui permettrait de pouvoir se représenter à sa propre succession. Sauf que, il y a eu l'année 2014 qui a été complètement pourrie économiquement et qui a tout décalé d'1 an. Ce qui devait se passer en 2015 s'est produit en 2014, ce qui devait se passer en 2016 s'est produit en 2015 et ce qui devait se passer maintenant, là, en 2017, c'est-à-dire avec une croissance qui est supérieure à 2% en tendance annuelle, avec près de 300 000 emplois créés en glissement annuel, avec un taux de chômage qui est en baisse, ça
cette situation économique-là, devait se produire fin 2016. Et fin 2016, la situation n'aurait pas été du tout la même politiquement pour François Hollande, auréolé de ce bilan-là, contrairement à celui qu'il avait à porter ce sac à dos avec plein de pierres dans le dos il y a un an, et donc qui lui aurait permis de se présenter. Donc oui, aujourd'hui, Emmanuel Macron bénéficie d'un souffle, d'un blast économique engendré par son prédécesseur, et également grâce à une croissance mondiale qui est repartie, à une croissance asiatique qui se tient bien, mais sur les fondamentaux économiques nationaux, c'est le pacte de responsabilité, c'est le pacte 500 000 formations pour les chômeurs qui produit même faiblement ses effets. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron bénéficie des fruits, et récolte les fruits de son prédécesseur. Ça vous fait sourire. J'espère que François Hollande regarde Point de Vue. Sans aucun doute. Ça va pas l'aider beaucoup. La question du jour du Figaro et celle qu'on vous pose, c'est trouvez-vous que l'économie française va mieux? Et pour le moment, vous êtes 63%, donc 2 tiers, à dire que non. Adélaïde, les Français restent sceptiques, effectivement. Les Français, quand même, on sent qu'il y a une amélioration de leur morale qui rayonne aussi au niveau européen. Il y a l'Eurobaromètre qui est sorti aujourd'hui qui montre que tous les indicateurs sont en amélioration en termes de morale, perspective, capacité à se projeter. Et on commence à le sentir aussi en France. Et je pense qu'on va du coup le ressentir une fois que les données notamment de l'INSEE seront rendus publics. On va le ressentir assez largement, puisqu'on voit que déjà le gouvernement Emmanuel Macron arrivait à surfer sur un contexte qui n'était pas encore un contexte de résultats positifs. Ça va venir alimenter ce moulin-là. Moi, ce que je trouve assez exceptionnel, c'était justement la capacité qu'a eu Emmanuel Macron à suspendre en quelque sorte l'impatience des Français par rapport aux résultats. On a eu, quand on regarde un petit peu l'évolution de la popularité depuis son élection, on a eu un état de grâce relativement court qui a duré jusqu'à l'été. Un trou d'air. Puis un gros trou d'air, comme si les Français avaient tout à coup une espèce d'impatience très forte par rapport à justement ce besoin, cette envie de résultat. Et puis en fait, là, il a réussi à l'inverser, non pas en montrant des résultats, mais en montrant la preuve d'une action qui laisse anticiper des résultats à venir. Donc ça, plus effectivement des résultats réels, même s'ils sont imputés à son prédécesseur, je pense qu'il va pouvoir, en tout cas, surfer dessus encore un moment. Vous êtes d'accord, Jean-Marc Four, sur... C'est cet élan consensuel d'optimisme. Tant pis, je vais jouer le triste cire. Non, ne nous emballons pas trop vite. Il y a quand même un certain nombre d'indicateurs qui ne sont pas si bons que ça. Il faut faire attention. Il y a, Marc Landré est plus spécialiste que moi, mais il y a dans le secteur industriel un petit risque de surchauffe, c'est-à-dire que est-ce qu'ils vont suivre au niveau de l'offre? C'est pas garanti parce qu'il y a eu un déficit d'investissement auparavant et donc il y a un certain nombre de secteurs où on se pose des questions. Il y a quand même, on garde quand même un nombre, je disais ça cet après-midi, un nombre d'emplois non pourvus qui est quand même important. Mais bon, on manque. On peut parler du BTP, on manque de soudeurs, de chaudronniers, etc. Et puis quand même, il y a last but not least le sujet, c'est-à-dire le chômage. Enfin, je veux dire, on a en tendanciel une stabilisation, on n'a pas de baisse. À ce jour, il n'y a pas de baisse. Donc c'est quand même sur ce sujet-là que les Français attendent les pouvoirs publics. On peut dire qu'il n'y a pas de baisse en matière de chômage. Il y a une baisse. Non, il y a une baisse, sauf qu'elle ne se traduit pas encore dans le quotidien des Français. Mais quand vous passez, on a un point de taux de chômage. Voilà, il y a le froid et le ressenti du froid. On a quand même un point de taux de chômage de moins qu'au plus haut en 2015. Je veux dire, ce point, c'est 300 000 personnes. Je veux dire, c'est pas rien. Alors après, effectivement, tout n'est pas rose. On ne va pas danser la carioca sur la table en disant youpi, youpla-boum, 2018, la carioca. C'est le film des nuls. Voilà. Je suis en cravate aujourd'hui, je pourrais danser la carioca, effectivement. Non, on va pas sabrer le champagne. C'est pas non plus youpla-boum, c'est génial, la fin est derrière nous. Non. En revanche, il faut pouvoir être objectif et noter que ça va mieux. Après, c'est vrai, il reste des problèmes, et notamment un problème que vous n'avez pas cité, qui pour moi est le plus fondamental, c'est celui du commerce extérieur. Parce qu'on voit bien que la différence entre la France et beaucoup d'autres pays, à commencer par l'Allemagne, c'est que lorsque ça va mieux, lorsqu'il y a de la reprise, le commerce extérieur français se dégrade. Pourquoi? Parce que quand on a un petit peu d'argent, que font les Français? Ils importent. Alors que dans les pays étrangers, ils n'importent pas, ils achètent, ils consomment national. Et donc nous, on a une balance commerciale qui se dégrade quand ça va mieux. Et c'est un vrai problème parce qu'on en est quand même maintenant à 70 milliards par an de déficit commercial quand les Allemands font 250 milliards d'excédents. Et ça, il y a un moment ou l'autre, il va falloir le combler.
Vincent, cette démonstration de Marc elle est très brillante, mais tout le monde n'y a pas accès, même s'il y a des millions de téléspectateurs. Je ne sais pas, moi, ce que les indicateurs ont comme influence sur les gens et l'opinion publique. Ce que je pense quand même, c'est que Macron a une tête de ça va mieux. Quand Hollande dit ça va mieux, les gens ne le croient pas. Pour le moment, quand Macron dit ça va mieux, pour l'instant, il ne le dit pas. Les gens autour de lui le disent à leur place. Il a même dit dimanche soir, c'était quoi, dans 2 ans, il se fixe aussi une échéance. Il incarne physiquement la réforme. C'est comme Juppé incarnait physiquement l'impôt, c'est comme ça. Donc après, on verra si... Une tête de ça va mieux. Voilà, on verra si ça fonctionne. Mais moi, ce qui me frappe dans l'exercice du pouvoir, et je pense que c'est ça qui fait aussi qu'il remonte, c'est qu'il a trouvé vraiment la distance suffisante, justement avec le pouvoir. Nos 2 précédents présidents de la République donnaient l'impression d'être des jouisseurs. Ils n'arrivaient pas à dissimuler le fait qu'ils jouissaient du fait d'être là où ils étaient. Et là, lui donne l'impression d'être concentré sur ses dossiers. Alors peut-être que c'est un magnifique comédien, peut-être que c'est réel. Et donc, les gens disent, on verra. Alors après, peut-être que dans 18 mois ou dans 2 ans, il y aura une lassitude. S'ils ne voient pas dans leur vie quotidienne que les indicateurs qu'on leur montre... Il s'applique à lui-même ce qu'il a dit de ses ministres. Ils ne sont pas là pour être assis dans leur fauteuil et satisfaits de leur situation. Oui, il y a vraiment un rapport au pouvoir, une forme de liturgie du pouvoir qui a été restaurée avec lui et qui, pour le moment, fait que les phrases qui reviennent dans le langage courant, c'est « il ne nous fait pas honte, on a l'impression qu'il fait son travail, donnons-lui sa chance », chose que l'on n'entendait pas, notamment sous le quinquennat de François Hollande. Il y a la liturgie, la façade, je suis tout à fait d'accord. Après, il y a un certain nombre de réformes qui, sur le fond, vont avoir de l'importance et en lien direct avec la situation économique. Que va-t-il oser faire? Que va-t-il faire sur l'assurance chômage? Les retraites, l'apprentissage. Il y a là des sujets qui ont un lien direct avec la santé économique du pays. Donc, sur le fond, là... Et impacter la santé économique du pays. Absolument. Mais ce sont des réformes dont on verra les effets, pas avant, au minimum, 2019. Donc, effectivement, sa tête de monsieur, ça va mieux. Il va falloir qu'il la garde un bon moment parce que c'est pas comme ça. Le ça danger, va pas se traduire tout de suite. Le syndrome Matteo Renzi. C'est-à-dire que pendant 1 an ou pendant 18 mois, l'Europe entière l'a regardé avec admiration. Et puis, au bout d'un moment, les gens se sont lassés et c'est retombé très vite. Un dernier point, il y avait les chiffres sur la fonction publique qui sont tombés hier. 2016. Oui, 2016, avec une hausse de 20 000, c'est ça, dans les effectifs fonction publique, tout compris, État, territorial et hospitalière. Et y compris contrat aidé. Voilà. Bravo. Là aussi, il y a une forme de timidité entre les objectifs affichés de réduction de la fonction publique et ce qui était... effectif. Oui, alors Emmanuel Macron, dans sa campagne, a promis de réduire le nombre de postes d'agents publics de 120 000 sur l'ensemble du quinquennat. Il commence, donc sur les 3 fonctions publiques, comme vous l'avez rappelé, et il commence par, dans le budget 2018, qui va être voté jeudi, définitivement voté jeudi, par supprimer 1600 postes dans la seule fonction publique d'État. Donc on part d'une promesse de 120 000 sur 5 ans et on commence par 1600 uniquement dans la moitié, grosso modo, la moitié de la fonction publique. C'est peu, c'est vrai que c'est peu et on peut se dire qu'il va falloir qu'il cravache à la fin pour rattraper son retard. Parce que là, on ne peut pas dire qu'il prend de l'avance, c'est sûr. D'un autre côté, il a soi-disant une méthodologie différente. Il dit, moi, je ne vais pas faire comme mes prédécesseurs. Je ne vais pas faire de manière comptable en disant 1 sur 2 est là, ou alors vous obligez à tailler dans vos effectifs. Je vais passer un contrat avec vous, notamment avec les collectivités locales, qui ont été plutôt efficientes, plutôt bonnes élèves depuis 2 ans, parce qu'on leur a tellement serré le kiki qu'au bout d'un moment, il a fallu qu'elles fassent attention. Donc, elles ont arrêté d'embaucher. Sauf que maintenant, il dit, moi, je vais passer un contrat avec vous, en tout cas avec les 319 plus grandes collectivités entre vous, pour que vous fassiez des économies. Et comme vous serez obligé de faire des économies, vous recruterez moins. C'est un pari. On va voir si ça marche. La coercition a marché, c'était la baisse des dotations. On va voir si le côté contractuel marchera aussi bien, voire mieux. Alors, il y a effectivement un secteur dans lequel les réductions ne sont pas vraiment envisagées. On va écouter Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. Elle parle des hôpitaux. On l'écoute sur effectivement, les effectifs et la surcharge de travail dans les hôpitaux. La masse salariale augmente alors que l'activité des hôpitaux baisse. Donc il y a un effet ciseau qui fait qu'aujourd'hui nos hôpitaux sont dans le rouge. Pour autant, je pense qu'on ne peut pas baisser les effectifs de soignants. Aujourd'hui, les équipes soignantes sont sous d'énormes tensions. Elles font un métier très difficile et on ne peut pas aujourd'hui imposer aux soignants dans les hôpitaux un rythme encore plus élevé. Juste un mot sur ce point, Marc.
Elle a raison, c'est toujours la critique qui est faite lorsqu'on dit qu'on veut baisser le nombre d'agents publics. C'est vous allez couper où? Vous allez enlever des instituteurs, vous allez enlever des infirmières, etc. Sauf qu'il y a 5,7 millions d'agents publics en France. Hôpital, État et collectivités locales. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des fonctionnaires qui sont jardiniers? Franchement, dans notre pays en 2018. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des fonctionnaires qui sont informaticiens dans les ministères? Non, on peut avoir des gens qui sont contractuels, on peut avoir des gens qui sont sur des droits privés sans forcément avoir le statut très accommodant de fonctionnaire. Donc il y a la capacité de réduire le nombre de fonctionnaires statutairement, sans avoir une dégradation du service qui est rendu au public. Voilà. Donc la réponse est non. La réponse est non. Julien, sur le thème plus général de l'embellie, nous dit le gouvernement semble vouloir en profiter, mais doit aller plus loin en réduisant ses dépenses publiques et alléger encore plus les charges sur les entreprises et les salaires. Je vous propose de passer à notre troisième thème, c'est l'Autriche. L'Autriche où le nouveau chancelier est aujourd'hui à Bruxelles. Son objectif, rassurer les Européens sur ses intentions, et ce au lendemain de la composition de son gouvernement et de l'arrivée en force du FPE, le parti d'extrême droite. 3 ministres régaliens, un poste de vice-chancelier, du jamais vu pour un parti d'extrême droite européen depuis la guerre, et pas beaucoup de réactions, à l'inverse de ce qui s'était passé lorsque Jörg Haider était entré au gouvernement en 2000. Alors, voici ce qu'en disait ce matin Nathalie Loiseau, ministre des Affaires européennes, qui était interrogée sur France Info sur ce point. On l'a. Ça, c'est le dire avant même que le gouvernement ait commencé à agir. Ça n'est pas ce qu'on lit dans le contrat de coalition. En Autriche, comme en Allemagne, comme dans un certain nombre de pays, il y a un contrat de coalition entre les partis qui se rassemblent pour gouverner ensemble. C'est presque 200 pages, ce contrat. Qui fait 180 et quelques pages. Ça n'est pas ce qu'on y lit. Ceci étant, il faut être extrêmement vigilant. Nathalie Loiseau qui réagissait en fait à un tweet de François Hollande, lequel tweet disait la composition du nouveau gouvernement autrichien avec l'extrême droite dans des ministères régaliens est contraire aux valeurs que l'Europe porte. Jean-Marc Four, elle a raison, Nathalie Loiseau, quand elle dit qu'il faut attendre et juger sur pièce. Je vais vous répondre de façon détournée en répondant aux questions que vous avez posées au début de l'émission. C'est-à-dire, vous disiez, faut-il avoir peur ou faut-il banaliser, de mémoire? Ni l'un ni l'autre. Il ne faut probablement pas avoir peur parce que la peur est mauvaise conseillère. Et que donc, et là je réponds donc à votre question de tout de suite, il faut évidemment regarder ce qui se passe et où effectivement, quelles sont les décisions prises par cette coalition. Et en même temps, on ne peut pas banaliser ça. Ça n'est pas, de mon point de vue, ça n'est pas possible. On ne peut pas juste dire « oh bah oui ». Non, on ne peut pas dire « ah ben oui ». C'est quand même un parti d'extrême droite avec un certain nombre de membres qui ont tenu des propos clairement antisémites, qui tiennent en Autriche, au cœur de l'Europe, je n'ai pas besoin de vous faire une leçon d'histoire, les ministères de l'Intérieur, de la Défense et des Affaires étrangères. Est-ce qu'on peut regarder ça d'un air de dire « oh, attendons juste, bon, on verra bien ». Non, il faut être très vigilant. Vincent Trévollet. Moi, je ne suis pas spécialiste de la politique autrichienne, mais ce que l'on découvre quand on se plonge dans cette histoire, c'est que, je ne sais pas s'il faut le banaliser ici, mais là-bas, ils sont banalisés. C'est-à-dire que le FPO a gouverné avec les sociodémocrates dans les années 80, il y a eu la Carinthie, et donc nous, on a nos analogies avec le Front National, et s'il y avait trois membres du Front National qui avaient des ministères régaliens, la France entière serait vent debout. Chez eux, c'est une pratique qui choque peut-être moins qu'autour en Europe. Ensuite, l'analogie historique, je la vois, mais moi je me méfie de la référence perpétuelle aux années 30 parce que je pense que les situations ne sont pas les mêmes, les risques ne sont pas les mêmes, les périls ne sont pas les mêmes. Enfin, ce que révèle cette coalition et cette élection en Autriche, c'est la fracture entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, qui se fonde, et l'on revient au sujet précédent, sur la crise des migrants, avec toute une partie de l'Europe de l'Est qui dit « votre modèle multiculturel, on n'en veut pas ». Sur ce point, Marc Landré, est-ce que l'Autriche, finalement, on peut considérer que le FPE a acquis une culture de gouvernement et qu'il est légitime qu'il soit aux manettes ? À partir du moment où le parti est autorisé à se présenter aux élections, je veux dire, on le considère comme étant autorisé
à gouverner. Enfin, je veux dire, sinon, soit on interdit un parti, c'est le cas en France avec le Front National, parce qu'on estime qu'il est soit antisémite, soit antidémocratique, et dans ce cas-là, on ne lui accorde pas le droit de représenter les Français et de gouverner, soit on estime que oui, dans ce cas-là, il ne faut pas se plaindre si jamais les gens votent pour lui. Enfin, c'est Emmanuel Macron qui dit le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ou alors, je ne sais pas moi, qui va aller critiquer la manière dont la démocratie se passe dans tel ou tel pays. Faisons pareil. Alors, je suis d'accord après, Jean-Marc. Oui, il faut être extrêmement vigilant, mais commencer à le dire, il faut être très vigilant, c'est faire a priori un procès d'intention à ce qu'il serait capable de faire. C'est tout le problème. Le sujet porte sur le fait qu'il contrôle les ministères régaliens. Oui. C'est ça le. On le rappelle, défense, ministère des Affaires étrangères et intérieures. Marc-André, vous devez avoir un double en la personne d'Hugo, ou alors vous dédoublez, vous êtes en même temps ici et sur Internet, parce que Hugo nous dit les soi-disant démocrates n'acceptent pas les résultats démocratiques quand ils sont en faveur des extrêmes, en l'occurrence. Mais en tout cas, il rejoint un peu votre point de vue. Adélaïde, finalement, l'Autriche, c'est un petit pays quand même. Est-ce que ça explique qu'il n'y ait pas beaucoup de réactions à ce nouveau gouvernement et à cette alliance droite, extrême droite? Pas beaucoup de réactions, je ne sais pas si vous parlez de l'opinion publique. De l'opinion. On parlera ensuite des dirigeants, mais de l'opinion, il ne semble pas que ça ait suscité des masses. Oui, je pense aussi que c'est un pays qui n'est pas forcément un pays qui les concerne, contrairement aux États-Unis. Même si l'histoire, comme le rappelait Jean-Marc, est pesante. Mais, oui. Et globalement, les Français sont moins enclins à s'intéresser aux questions de politique internationale, c'est quand même pas leur sujet de prédilection. Mais pour poursuivre en revanche l'analogie avec le Front National, Vincent Trémollet disait si on avait la même chose en France, on aurait eu toute la France qui serait vent debout. Je ne suis pas certaine que si on reprend l'histoire récente... Ce sera un événement politique. Oui, mais il y a eu le 21 avril 2002 où là on a eu toute la France, une bonne partie de la France dans la rue avec des slogans. Des slogans. Et en fait, on est 15 ans après, Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Oui, mais dans la psychologie collective, il y a une dissociation entre Front National et gouvernement. Pour l'instant. D'ailleurs, on l'a vu au second tour de la... Oui. On était seulement il y a 15 ans, donc les choses peuvent encore bouger dans les 15 ans qui viennent. Et ils sont éloignés de l'idée de pouvoir gouverner de façon responsable. Pour l'instant, sauf qu'à chaque étape, à chaque élection, on voit qu'ils grappillent des voix et qu'ils grappillent un poste. Là où ils s'arrêtaient avant, aujourd'hui, ils ont combien de députés ? 7. C'est déjà mieux que 2. Ouais. Oui, mais ils en ont eu 30 dans les années 80. Parce que le mode de scrutin n'était pas le même, c'était la proportionnelle intégrale. Donc là, pour le coup, on ne peut pas comparer. Mais je veux dire, à chaque fois, ils franchissent une étape. Alors effectivement, est-ce qu'il y a un plafond de verre qu'ils ne pourront pas dépasser à titre individuel et collectif, peut-être. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'apparemment en Autriche, c'est comme si, ce qui est l'équivalent de nous, le Front National, il y avait des gens dans les gouvernements, dans les régions, dans les vice-présidences depuis 20 ans. Donc les esprits autrichiens sont habitués au fait qu'il y ait des coalitions qui, à l'extérieur de l'Autriche et notamment en France, nous apparaissent comme des événements nouveaux. Pour eux, je ne crois pas que ce soit nouveau. Alors, parmi les premières mesures ou décisions annoncées, il y a cette idée de donner un passeport italien un passeport autrichien aux Italiens germanophones. Ça fait quand même un petit peu réagir parce qu'effectivement, ils se disent très européens et en même temps, ils prennent une décision qui n'est pas pour plaire aux Italiens. Il faut le noter, Vincent. Je découvre vous dites c'est un passeport. L'idée. Pardon ? Je crois que ça fait beaucoup causer en Italie. Oui, ça fait beaucoup réagir en Italie. Ils ont dit qu'ils étaient prêts à donner un passeport autrichien à la minorité germanophone qui est dans le Haut-Adige, donc en Italie. Ça risque de donc ça fait un peu réagir, effectivement. Ça fait réagir, oui, c'est sûr. Après, moi, je connais... Tout en se présentant à Bruxelles comme des Européens convaincus et Mais le problème, c'est qu'il y a 2 Europes. Vraiment, et on l'a vu avec la Pologne, on l'a vu avec la Hongrie, et que ces 2 Europes invoquent de part et d'autre les valeurs de l'Europe en ne mettant pas la même chose dans les valeurs de l'Europe. Et donc il y a un dialogue de sourds et qui va être renforcé par la victoire de Kroes et son gouvernement, parce que là maintenant il y a un arc qui fait qu'ils peuvent arriver sur pas mal de sujets en force devant l'Europe de l'Ouest. Et particulièrement, on va reprendre une autre référence historique, Autriche-Hongrie, là pour le coup, parce que il y a Viktor Orban d'un côté, et puis il y a quand même une alliance de droite, extrême droite, juste de l'autre côté de la frontière à Vienne. Tout ça est à côté. Enfin, en plus, c'est des distances très courtes. Enfin, je veux dire, on est sur et qui est une porte d'entrée très claire pour les migrants. Ils arrivent beaucoup par là. Enfin, c'est une des grosses portes d'entrée. Donc évidemment, chez eux, c'est un sujet encore plus important qu'ici. Est-ce qu'il va y avoir une alliance entre Hongrie et Autriche sur un certain nombre de sujets ? Il faut surveiller ça, parce que celle-là, c'est une possibilité, oui, effectivement. Et au niveau des libertés publiques, on ne va pas faire un chapitre entier sur les libertés publiques en Hongrie ici maintenant, mais c'est un vrai sujet de préoccupation pour les Européens. Pas que en Hongrie. Notamment en Hongrie.
Pour résumer, vous trouvez qu'il y a eu un manque de réaction de la part des dirigeants européens ? La seule réaction flagrante d'une institution internationale, c'est le Congrès juif mondial, voilà, qui dit quand même être très inquiet. Ce sont ces mots, très inquiet. Bon, voilà. Alors l'Europe, officiellement, elle n'a pas réagi parce qu'elle dit, la dernière fois, au moment du Jörg Haider, ça n'a servi à rien. On a réagi, on a fait des grands gestes, et puis ça n'a conduit nulle part, en fait, donc autant de ne pas réagir. C'est quand même un peu léthargique, à mon avis. La réaction était plus forte quand l'AfD a fait sa poussée électorale, paradoxalement, alors qu'elle n'avait pas de possibilité de gouvernement. Mais le symbole était beaucoup plus fort aussi. Et sans compter que la Turquie nous donne des leçons de démocratie aussi. C'est-à-dire M. Erdogan et son parti nous disent, vous avez vu, franchement, en Europe, c'est pas joli, nous, on est plus démocrates que vous. Bon. Vous êtes en tout cas 60% à nous dire que vous n'avez pas de raison d'avoir peur de ce gouvernement de coalition droite-extrême droite en Autriche. On va passer à notre quatrième thème spécialement pour Vincent Trémolet de Villers, parce qu'on va parler de votre analyse de ce matin dans le Figaro. Ça concerne les réseaux sociaux. 3 Français sur 4 n'ont pas confiance dans les informations qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux, selon la 6e édition d'un baromètre qui a été publié hier par l'Association de l'économie du numérique et La Poste. A contrario, ces Français font confiance aux sites des médias traditionnels, alors évidemment celui du Figaro et de France Inter, sans aucun doute. Alors fake news, pseudo-informations montées en épingle, voire dénonciations d'autant plus calomnieuses qu'elles sont anonymes, finiront-elles par tuer le net ? Vincent Trémolet de Villers, vous en faites une formidable analyse effectivement ce matin dans le Figaro. Twitter, ça peut être un pilori numérique comme vous l'écrivez ? Oui, il se trouve que l'on découvre, il y a en gros un phénomène, un processus qui se répète chaque jour. Il y a une cible qui dit une bêtise ou pas, ou quelque chose qui est considéré comme coupable ou pas, et il y a une meute numérique qui se met en place et qui la poursuit et qui la chasse, avec un certain nombre de pratiques qui accompagnent ça, qui nous viennent des pays anglo-saxons, qu'on appelle le name and shame, c'est-à-dire nommer la personne, mais aussi alerter via le compte Twitter de son employeur pour essayer de mettre cette personne en difficulté vis-à-vis de son employeur. Et dans ce processus, il n'y a pas de défense, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas d'étude du dossier. Parfois, le papier qui est mis en ligne n'est pas lu par les personnes qui le retweetent. Il y a simplement le lead. On dit que c'est 80% des gens qui retweetent ne lisent pas ce... Quand on parle des tweets, les taux d'engagement sont excessivement faibles. Et donc, c'est un révélateur, il me semble, de cette bombe à fragmentation sociale que sont en fait les réseaux sociaux, c'est-à-dire que les gens restent entre eux, qu'ils ont l'impression de s'ouvrir, mais qu'il faut un effort et une volonté pour ne pas choisir des comptes qui correspondent à ce qu'on veut entendre, à ce qu'on veut lire. Et donc, je pense qu'il y a une réflexion à mener sur cette pratique, je ne sais pas comment la qualifier, décivilisée, je ne sais pas si c'est le mot, que l'on peut voir sur... Alors moi, je vous parle de Twitter, je pratique beaucoup moins Facebook, qui parfois peut être vraiment glaçante, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a plus aucune retenue. En fait, voilà. Il y a ce qui arrive dans la vie commune et dans la conversation, c'est-à-dire une décence, une retenue, le fait que l'autre ait un visage, qu'on fasse attention à... Et l'anonymat. Et là, il n'y a plus tout ça, et ça peut être parfois effrayant. Bon, après, il y a aussi des choses... très bonne. Moi, j'ai un compte Twitter que je ne vais pas fermer demain matin. Et voilà, donc, mais je pense que c'est un champ de réflexion important, et notamment pour la jeunesse, qui, je crois qu'aux États-Unis, 30% des jeunes ne s'informent que par les réseaux sociaux, et d'ailleurs plus Snapchat que Twitter. Je vous donne une anecdote. Il y a un mois, j'intervenais dans une classe de terminale pour parler du métier de journaliste et de son évolution depuis 20 ans que je suis journaliste, et de son évolution à venir. Si tant est qu'on puisse essayer de le deviner. Et je fais un petit test, je fais, parmi vous, qui lit la presse ? Ou qui s'informe par un autre moyen que les réseaux sociaux ? Personne. Qui est abonné ? Personne. Il y avait un, effectivement, dont le père était abonné au Monde, et l'autre au courrier international. Bon. Mais, et je dis, mais comment vous vous informez ? Quasiment l'ultra-majorité s'informer via Facebook. Via Facebook. Donc effectivement, on véhicule des vraies et des fausses informations, et tout ça s'est noyé dans une espèce de magma compliqué, dont il est compliqué, quand on n'a pas encore l'esprit de conscience, de faire la part des choses.
Valentin Pilate, on va vous donner la parole tout de suite. Merci de nous avoir rejoints. Je suis sûre que vous avez des tonnes de choses à nous dire là-dessus. Oui. Et vous dites que c'est assez partagé finalement sur la question peut-on faire confiance au réseau? Oui, carrément. C'est assez partagé. J'ai posé la question sur Twitter à nos internautes. Je vais y revenir un peu plus tard. On va voir ce qu'ils nous répondent. Tout d'abord, il faut savoir que c'est 83% des Français qui sont connectés à Internet, donc 87% tous les jours. Donc c'est ce qu'on apprend dans un baromètre de l'Association de l'économie et du numérique et La Poste. Et pourtant, 3 Français sur 4 n'ont pas confiance dans les informations qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux. Comme nous l'indique notamment donc, cet internaute sur Snapchat, c'est un nouveau moyen assez rapide et efficace, mais qui fait perdre de vue que l'actualité ne se résume pas en quelques secondes ou quelques phrases. Ce moyen facile rend les gens aussi paresseux de lire, de chercher et d'écouter les médias traditionnels. Alors c'est vrai qu'entre les fake news, les buzz inutiles partagés des millions de fois sur Twitter, piratage de comptes, fuite de données personnelles, bref, les craintes sont très nombreuses. Alors qu'apprécie-t-il au final vraiment sur les réseaux? Nous sommes une émission interactive, nous vous donnons la parole et voici ce que vous m'avez répondu à la question Twitter. On va voir les résultats dans quelques instants. Donc la question Twitter, c'était, on va peut-être la voir, c'était en gros 52% considèrent que les réseaux sociaux sont fiables et 48%, voilà celle-ci, pour les médias traditionnels. Je vous le disais donc, c'est très contrasté. Alors voilà ce qu'on m'a répondu à cette question, dans le pourquoi. Sofiane nous dit les réseaux sociaux, tout simplement parce qu'on y trouve également les informations des médias traditionnels, nous les premiers effectivement, le Figaro. On a encore Henri qui nous dit les médias rapportent souvent ce que le macronisme leur dicte alors que les réseaux sociaux voient le réel quotidiennement et le transmettent sans masquer la vérité. Il y a toujours cette crainte en fait et de manipulation, de manipulation, de manque d'indépendance des médias de la part des internautes. On a encore Jane qui nous dit dans la mesure où les médias sont très présents sur les réseaux sociaux, l'un va avec l'autre. On a aussi Anna qui nous dit les réseaux sociaux, on peut voir tous les avis de tous bords, alors que les médias, selon elle, ne donnent que le leur. Pour finir, on a Drieux qui développe un peu plus. Il n'y a aucune vraie pluralité dans les médias traditionnels. Ils sont muselés par le politiquement correct et ils ont tous plus ou moins la même vision du monde. Bien sûr, il y a toujours des outsiders, mais qui sont évincés lorsque leurs paroles se libèrent. Voilà donc les avis des internautes sur Twitter. On terminera avec ce tweet de La Poste, donc partenaire de ce baromètre que je vous mentionnais tout à l'heure. Dans ce baromètre, on apprend également que 86% des Français considèrent qu'Internet donne accès à une diversité de points de vue. Cette émission, je pense, n'a jamais aussi bien porté son nom avec ce tweet. Des points de vue, oui, on en donne via les réseaux sociaux. Les vôtres? Eh bien, merci Valentin. Vous êtes d'accord avec cette analyse en disant que les médias traditionnels sont finalement moins éclectiques que ce qu'on peut trouver sur les réseaux? Par définition, oui. Et puis l'amour c'est beau, la guerre c'est laid, donc on n'a pas inventé l'eau chaude. Alors je voudrais juste signaler, c'est pour rendre à César, c'est Charlotte Darche qui est une des chevilles ouvrières de cette émission en coulisses, qui me signalait le site Bloomberg Pessimist Guide, un site qui étudie des scénarios, et là les scénarios pour 2028. Alors parmi les scénarios étudiés, il y a la réélection de Trump, une guerre déclenchée par la Corée du Nord et la disparition de Facebook à cause des fake news. Et c'est un scénario très sérieusement étudié. Ça vous fait réagir, Adélaïde? Non, mais sur la confiance sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est intéressant parce que d'un côté, les Français disent clairement dans l'enquête que vous mentionnez qu'il y a les Français qui n'ont pas confiance. Et en même temps, malgré toute la conscience qu'ils peuvent avoir, je pense qu'ils sont soumis eux-mêmes à toute une série d'informations qu'ils ne maîtrisent pas. Et nous, on a travaillé pendant la campagne justement sur la question des fake news. On a fait un travail qu'on a mené avec des chercheuses américaines. On a travaillé sur des échantillons différenciés, mais je ne vais pas vous raconter la méthode, mais la conclusion c'était qu'une fois qu'une fake news elle est arrivée dans votre esprit, même si après vous êtes soumis à un démenti, il y a toujours cette petite musique qui reste, et du coup c'est un vrai sujet, c'est un enjeu en termes de démocratie, en termes d'information, et c'est vrai que ça questionne vraiment sur la question effectivement de l'éducation de nos enfants, la pédagogie, mais c'est un sujet qui est pas neutre. Et juste pour finir sur le chiffre que vous citiez sur les résultats très contrastés sur la question Twitter, on s'interroge, on interroge des gens. Voilà, qui ont plutôt un biais favorable au réseau. Un dernier mot, Jean-Marc. Jusqu'à présent, ce qu'on constate quand même, c'est que quand il y a un événement important, les gens reviennent aux médias traditionnels. On le constate à peu près dans tous les médias traditionnels. Il y a plus d'audience, télévision, radio, presse écrite, tout ça, tout, il revient. Puis ensuite,
petit dernier mot, on ne peut pas mettre, je pense, tous les réseaux sociaux dans le même sac. Hein, et pour venir à Twitter, on pourrait y passer l'émission entière, mais moi je crois qu'effectivement, particulièrement avec Twitter, il y a un double effet soufflé au fromage, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui montent en épingle comme ça extrêmement vite, de façon assez excessive. Et d'autre part, Twitter, et il y a des études américaines là-dessus qui le montrent, c'est une caisse de rétrécissement de l'information. Ça n'élargit pas votre champ d'information, ça le rétrécit parce que, de fait, c'est la même chose que le soufflé au fromage. Il y a des sujets qui montent, mais en fait, c'est un petit nombre de sujets qui est traité par une petite partie de la population. Donc, Twitter ne vous donne pas une image très juste du monde environnant. Eh bien, ce seront les mots de la fin. Merci. Continuez de nous suivre sur le Figaro, Figaro Live, Figaro.fr, notre déploiement médiatique. Merci à vous tous les quatre. À 6 heures passées, on donne le chiffre de l'INSEE. Marc, je vous laisse. 1,9% de croissance en 2017, révisé à la hausse de 0,2 points. Et ben voilà. On ne brise pas les embargos sur Figaro Live. Merci beaucoup à tous les quatre et à demain pour un nouveau point de vue. Et dans quelques instants, vous pourrez suivre un numéro de conversation. Marie-Laetitia Bonavita reçoit Arnaud Delagrange. Arnaud Delagrange, qui est donc directeur de la rédaction du Figaro et qui a écrit Les Vents Noirs. C'est paru chez Grasset cette année. Merci beaucoup.